Très rapidement, je vais vous dire un petit peu ce qu'est Rocket Fuel, pour ceux qui ne connaissent pas, même si beaucoup d'entre vous aujourd'hui connaissent, et quelle est réellement la problématique. Ensuite, beaucoup plus intéressant, des cas Ford, et comment Ford utilise ces technologies pour avoir des campagnes de toujours plus performantes. Et puis enfin, comment derrière la machine, comment c'est fait pour que ça marche. Alors, c'est une boîte qui a été créée par des Américains, comme d'habitude en Californie. Ce sont trois garçons qui s'étaient rencontrés chez Yahoo et qui, pour Yahoo, qui est l'inventeur du ciblage comportemental, a créé le ciblage comportemental et l'a développé. Ils ont quitté Yahoo et au moment où les grandes places de marché ont commencé à émerger, donc ces endroits où on peut acheter énormément d'inventaire, ils se sont dit ça y est, enfin, on va pouvoir utiliser des technologies très précises pour prouver le retour sur investissement, bannière par bannière, vidéo par vidéo, inventaire par inventaire. Et donc, ils ont créé toute une technologie avec d'un côté un trading desk qui permet d'acheter, de l'autre côté un DSP dans lequel vous avez toute l'intelligence, et puis maintenant un DMP qui permet aussi aux marques d'organiser leur data et surtout de l'activer. C'est très bien d'organiser sa data, mais si ça ne sert à rien, ce n'est pas très intéressant. Et autour de plusieurs thèmes, l'intelligence artificielle, le big data et le programmatique. Alors pourquoi ils sont plutôt pas mauvais dans cet univers-là? C'est qu'il y en a un qui est PhD en intelligence artificielle, un autre qui est un des 10 ou 20 gourous du big data dans le monde, et le troisième sur la programmatique. Donc on revient un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on part un peu du métier habituel de la publicité pour aller beaucoup plus vers des métiers de plus en plus technologiques. On voit Google, on voit MSN, on voit Yahoo et tous les autres. La boîte aujourd'hui a 1000 employés et gère des milliers de campagnes publicitaires à travers le monde et depuis maintenant 1 an et demi en France. Comment tu fais pour descendre, tu sais ? Parfait. Donc, énormément de chiffres aujourd'hui et de plus en plus. C'est astronomique, c'est pour ça qu'on parle de big data. Ce sont, alors même juste, c'est un clin d'œil, mais il y a 800 sites qui sont créés tous les jours dans le monde. Il faut pouvoir les regarder, les gérer. On voit 50 milliards d'impressions, nous, quotidiennement. On agrège plus de data dans une journée que le Nasdaq et le New York Stock Exchange en un mois. Les possibilités aujourd'hui de performer avec ces campagnes, lorsque l'on prend tous les différents éléments, les éléments d'emplacement, les éléments de différents leviers, les différentes datas que l'on a, fait que c'est des chiffres astronomiques. Et du coup, un véritable problème. Comment je vais m'en sortir? Bon, tu es très fort là-dessus. C'est vraiment un casse-tête pour pas mal d'entreprises. Comment vais-je faire? Et on l'a vu, il y a différents thèmes. Si je suis plutôt publisher, si je suis plutôt agence, si je suis plutôt annonceur, comment vais-je faire? Eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y en a qui vont se dire, bon, je vais utiliser mes 10 petits doigts, donc je vais mettre énormément de gens derrière des écrans et qui vont essayer d'optimiser ces campagnes. Encore une fois, c'est très compliqué d'optimiser les campagnes avec des êtres humains 24 heures sur 24 et encore plus difficile sur des milliards d'opérations. Ensuite, il y a toujours la tentation en disant, y a-t-il un gourou dans la salle qui va m'aider à montrer la voie? On sait que malheureusement aussi pour ces gourous, c'est terminé, c'est fini. Un gourou est incapable aujourd'hui de montrer la voie et d'expliquer comment faire et comment utiliser ces masses énormes de data. Du coup, finalement, ce qui va être intéressant, tu vas me montrer comment faire, je vais l'apprendre avant la fin, c'est l'alliance entre l'homme et la machine, plutôt là la femme et la machine, c'est-à-dire d'un côté les hommes, les femmes vont pouvoir se concentrer sur les buts ultimes de leur campagne, sur le court terme, moyen terme et long terme, ce qu'ils veulent faire avec l'entreprise et vers où il faut aller. Et les machines sont là justement pour régler ce problème monumental de la big data, de son utilisation, de l'utilisation des différents leviers. Et ce qui est vrai sur quasiment toutes les verticales, ça peut être pour vendre des services, pour vendre des biens, c'est vrai pour essayer d'organiser sa propre data et remonter ce qui est vraiment intéressant au niveau de ses ventes pour de la lessive, pour des voyages, et bien évidemment, très très compliqué pour l'automobile. Bonjour. Ça marche? Elle est belle, non?
je vous présente la nouvelle Mustang. Je vais partir de Mustang, l'idée c'est pas de la vendre, hein, évidemment, sauf s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas. Pourquoi on rentre sur Mustang et pourquoi c'est lié au RTB, au programmatique? Tout simplement parce que pendant la Champions League, la finale de la Champions League cette année, on a mis 500 Mustang en pré-réservation avec une activité exclusivement sur Internet, plus un spot télé sur TF1 au moment de la Champions League. L'objectif, c'était donc de pousser les internautes particulièrement et les intéressés Mustang à pré-réserver leur voiture qui, pour information, ne sera commercialisée que l'année prochaine, en 2015, dont aucun tarif n'est communiqué, aucune spec particulière n'est communiquée. Et on avait donc à peu près un bon mois et demi pour préparer l'événement, et on s'était dit, en 90 minutes de finale, on va peut-être réussir à faire pré-réserver ce Mustang par nos internautes. 250 000 visites en objectif, 1400 demandes de réservation en objectif, et on pensait avoir à peu près 1 million de vidéos vues. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le site en pré-réservation a été ouvert à 20h45, et les 500 voitures sont parties à 20h45 et 30 secondes. Et le serveur n'est pas tombé, ce qui est quand même un miracle. Donc en 30 secondes, il y a une voiture qui a été pré-réservée par des gens qui ne connaissent pas le prix et qui ne savent pas encore la date de sortie, ni encore moins quand est-ce qu'ils vont être livrés. 500 000 visites, 1500 demandes de réservation, 1 600 000 vidéos vues. Pourquoi on parle de ça? Alors, tout à l'heure on parlait d'Air France, de voyagistes et tout ça, ce sont des cycles de vente qui sont ultra courts. L'automobile, on est sur des cycles de vente qui sont beaucoup plus longs. Bien évidemment, il faut se décider pour acheter une voiture, et puis il faut de l'argent, etc. Donc on travaille maintenant sur des problématiques assez importantes de web to business, qui est quand même une problématique automobile majeure. Et alors c'est un grand mot, hein, le pré-marketing, on va dire que c'est un pré-concept. Ce qui se passe chez nous aujourd'hui, c'est tout simple, c'est que tous nos lancements de tous nos véhicules sont pré-lancés entre 3 mois et 1 an avant le lancement officiel. Qui dit pré-lancement dit pas de prix, pas de spec et une information un petit peu large. Évidemment, on ne va pas donner tout à la concurrence. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est 100% digital. Alors pourquoi c'est intéressant en dehors de la notion de commerce? C'est qu'aujourd'hui, on a des cibles marketing théoriques qui sont basées sur des études plus ou moins anciennes. Je pense notamment à des études médias comme TGI ou des études de vente comme NCBS, qui nous donnent des informations, mais qui ont des terrains qui ont 18 voire 24 mois de retard par rapport à notre lancement. Résultat, on a une information qui est semi-chaude. Qu'est-ce qui nous intéresse dans le RTB et plus généralement dans le programmatique? C'est qu'on part de ces audiences cibles théoriques, basées sur des études précédentes, et moyennant des tickets budgétaires assez faibles au demeurant sur le secteur automobile, de l'ordre de 40, 50, 60, 80 000 euros, on arrive, à se demander si notre audience cible marketing de départ est la bonne. Bon, ça c'est la première question. Donc de la confirmer. Ensuite d'identifier, alors je vous rassure, ce n'est pas un acheteur fort type, hein, quand même, il ne faut pas exagérer, mais on arrive à confirmer ou infirmer si ces cibles sont les bonnes. Et en allant un tout petit peu plus loin, au lieu de travailler sur du cible homme 35-49 ou homme 45 CSP+, basique, on a un niveau de granularité et d'information qui devient monumental quand on fait de la programmation et de l'achat programmatique. Au lieu de de parler de ménagères moins de 50, on sait que nos cibles basiques sont la femme habitant dans une agglomération de 28 000 à 35 000 habitants, gardant ses enfants 1 semaine sur 2, adorant faire du vélo, en mangeant du chewing-gum, faisant de la consommation et achetant encore de la VPC, etc., etc. Donc vous imaginez que quand on a ce type d'information-là pour des tickets moyens, de l'ordre encore une fois de 40 à 50 cas, en temps réel, quels que soient nos produits, quelles que soient nos cibles, et ce 6 mois avant le lancement officiel, qu'est-ce que ça implique pour nous? Ça implique de réfléchir nos cibles d'un point de vue média offline. Et c'est ce que nous, en tant que Ford, on voulait apporter un peu au débat, c'est de dire que
Le RTB, ça a plein d'avantages en termes de performance, de ROI, de retour sur investissement, de captation de data, d'enrichissement de nos DMP. Ça, c'est le premier point. Mais ça nous oblige tout simplement à redéfinir nos briefs. Est-ce que quand je sais que ma cible, c'est une femme habitant dans les agglomérations, etc., je vais dire à mon acheteur télé, pardon, à mon agence média, ciblage ménagère moins de 50. Est-ce que vous pensez que c'est encore tolérable pour un marketeur de se dire, eh ben, tiens, je vais cibler les ménagères moins de 50, alors qu'il sait que la cible est beaucoup plus granulaire, pour le coup, elle coûte peut-être plus cher à toucher, mais elle est beaucoup plus granulaire. Et ça, c'est valable pour tous les médias, que ce soit on et bien sûr offline. Donc, il y a peut-être une révolution qui va se passer, en tout cas c'est le cas chez nous, mais ça sera le cas sur beaucoup d'annonceurs, c'est qu'à un moment donné, l'annonceur il va se dire, sur le offline, il va falloir peut-être travailler un tout petit peu plus avec Médiamétrie, avec les chaînes télé, avec les supports presse ou avec les supports radio, pour augmenter le niveau de granularité de nos cibles et être un peu plus efficace aussi en offline. Voilà, donc première step, on a toute la performance. On sait exactement qui remonte, quelle bannière, comment on l'adapte à n'importe quel moment du jour et de la nuit. On a des informations sur nos cibles. Il est évident que dans les 2 ans qui viennent, les briefs offline vont fondamentalement changer. Voilà, c'est tout ce que je voulais apporter au débat. Et dernier point par rapport à ça, c'est que on est sur un marché automobile de plus en plus fluide. Avant, il fallait à peu près, allez, on va dire, 6 mois pour se décider. Aujourd'hui, 50% de nos cibles mettent 2 mois entre le moment où ils se disent qu'ils vont acheter une voiture et le moment où ils la signent. Ça, c'est le premier point. Il y a un quart de nos cibles qui ne font qu'une seule visite en concession. Ils font 1,1 essai en moyenne. Et il y en a 51% qui sont prêts à acheter en ligne. Le RTB, ça me permet d'être présent en permanence toute l'année en fil rouge, etc., etc. Donc, on a des cibles qui changent et qui sont de plus en plus rapides. Et on a un média online qui répond à nos demandes. Le futur, a priori, ça sera que le média offline réponde aussi à nos demandes. Merci beaucoup. Alors, comment on fait pour réussir à arriver justement à remonter autant d'informations et d'être aussi impactant? D'abord, c'est un défi, je vais dire, quasiment industriel. C'est plus 3 personnes sur un coin de bureau qui essayent de découper de la data. Chez nous, c'est 1000 personnes, des centaines d'ingénieurs, des PhD dans tous les sens. Justement, pourquoi faire? D'un côté, vous avez les campagnes automobiles comme elles étaient faites avant, et c'est extraordinaire. Je ne sais même pas comment vous avez fait jusqu'à maintenant. Je suis incapable de faire ça. C'est ciselé, c'est par rapport à différents budgets, par rapport aux différents supports, par rapport à différents types d'individus, par rapport à des cappings. Qu'est-ce que c'est compliqué? Et aussi avec de la third-party data qui coûte cher, et comme tu l'as dit, souvent, malheureusement, qui est un peu datée. Et puis de l'autre côté, je ne dirais pas que c'est plug and play. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais pas tellement loin de ça. Et justement, il y avait une campagne qui a tourné aux États-Unis. 75% a été dépensé sur justement les méthodes que l'on utilisait jusqu'à maintenant pour les campagnes automobiles. Et puis 25% a été dépensé sur des compagnies comme Rocket Fuel, et là plus particulièrement Rocket Fuel. À l'arrivée, l'idée, c'était d'avoir de nouveaux utilisateurs pour cette marque automobile. La campagne Rocket Fuel a produit 40% de ces nouveaux utilisateurs. Alors, la raison est assez simple. Parce que jusqu'à maintenant, on essayait de fractionner ces audiences. Et on essayait, avant même ces campagnes, de se dire « je vais utiliser tel levier plutôt que tel autre levier, je vais, comme tu l'as très bien expliqué, avoir une cible qui me semble être la bonne cible, je vais imposer un capping, etc. etc. Je vais utiliser tel type de data ». En réalité, on se rend compte sur ces systèmes qui sont très, très puissants, qui font des milliards d'opérations à la seconde, même 90 milliards d'opérations à la seconde qu'on est en train de faire en ce moment pour toutes ces campagnes. Eh bien, on apprend beaucoup de choses d'une façon quotidienne, seconde par seconde. Alors, d'un côté, il y a d'être full funnel. J'ai toujours trouvé bizarre qu'on s'adresse aux gens différemment, avec des technologies différentes pour le branding, par exemple, sur la prospection ou sur le retargeting. Ce sont les mêmes individus. Et ce qu'on apprend de l'un sert aux autres. De l'autre côté, être cross-channel, d'avoir des technologies qui font du display, d'autres de la vidéo, d'autres du social et d'autres du mobile. Le mobile est un peu plus compliqué, c'est un peu idiot. Autant essayer de gérer l'ensemble de ces supports en même temps pour avoir un véritable marketing personnalisé. C'est la fin, c'est la mort du planning
et du ciblage, parce que le ciblage en réalité c'est d'éliminer les gens. Et ce qui est intéressant, c'est de trouver les gens qui sont prêts à acheter la voiture que tu mets en vente aujourd'hui. Donc ces systèmes existent, ils sont très puissants et permettent d'avoir des impacts de brand très puissants à travers toutes ces différentes données, des ROI très forts et aussi de joindre un maximum d'individus. Et ça à travers 3 grands domaines. D'un côté, évidemment, les trading desks, les DSP, et puis aussi les DMP, comme on l'a dit au départ, pour organiser vos datas. Je vais terminer juste par une chose, c'est que là, pendant qu'on a parlé, pendant un quart d'heure, on a regardé et on a bidé sur 1 milliard d'emplacements publicitaires, mobiles, vidéo, social. Pendant qu'on parlait, donc je n'ai pas besoin d'être derrière mon bureau, je suis là, la machine va le faire pour moi, par rapport à ce que les agences et leurs clients nous ont donné comme but, et c'est le principal, à partir du moment où je suis capable de calculer quelque chose, je suis capable de l'optimiser, et c'est vraiment là le fond du problème, c'est de trouver quels sont les bons buts des campagnes. Merci. Merci Eric, merci Pierre-Louis.